Vous écoutez Gaspard Navigue. Un podcast où je navigue vers un monde plus tolérant. Bienvenue à bord. Je suis votre capitaine, Gaspard. Bonjour tout le monde, bienvenue à bord. Bon retour dans Gaspard Navigue. Continuez à partager les épisodes, plus on est de fous, plus on rit. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, avec Pierrick, on écoute un message que Clément nous a envoyé à nous tous. Et Pierrick nous présente la situation légale, en fait, en termes d'homoparentalité. Rejoignez la conversation sur les réseaux sociaux du podcast ou #GaspardNavigue. L'homoparentalité est un vaste sujet et je pourrais en parler assez longuement, d'où la longueur de l'épisode que vous allez écouter. Pierrick est en master de droit civil et il a étudié en long, en large et en travers les questions du mariage, mais aussi la PMA, l'assistance médicale à la procréation, l'adoption et la GPA, gestation pour autrui. Nous ne pouvons pas couvrir vraiment tous les aspects de cette discussion qui est, je trouve, personnellement vitale. Je souhaiterais en effet avoir des enfants et la nature n'étant pas toujours bien faite, je ne peux avoir un enfant avec l'homme que j'aime par procréation charnelle. D'où l'importance de traiter le sujet de l'homoparentalité d'un point de vue légal pour l'instant, parce que tout simplement on manque un petit peu d'expérience en tant que parent, dans la mesure où nous manquons d'expérience chacun en tant que parent, ce qui est normal. Si le sujet vous intéresse, je reviendrai dessus avec plaisir, par un autre angle d'attaque, parce qu'aujourd'hui, avec Pierrick, on va vraiment décortiquer l'aspect légal de l'homoparentalité. On va parler théorie, mais aussi pratique, dans une mesure largement moindre. Si vous souhaitez partager votre expérience en tant que parent, homo, hétéro, cisgenre, trans, divorcé, remarié, en concubinage, je souhaite vraiment découvrir plusieurs facettes de la parentalité, de l'homoparentalité, et je serai heureux d'entendre vos voix, donc contactez-moi sur les réseaux sociaux. J'aimerais préciser que nous allons brièvement parler de religion et de personnes qui s'opposent à la libre expression de l'amour en utilisant des arguments désuets basés sur des croyances qui ne sont pas les leurs. Si vous faites partie de ces personnes, gardez l'esprit ouvert, nous pouvons tous apprendre les uns des autres, écoutez au moins l'épisode jusqu'au bout avant de déverser votre haine sur les réseaux sociaux. Je vous prie, comme la semaine dernière, d'excuser les quelques bruits de fond que je n'ai pas réussi à supprimer. Nos voisins du dessus finissent enfin leurs travaux. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop dans l'écoute. Encore une fois, je vous souhaite plein de bonheur, une bonne écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec une habituée du podcast, la talentueuse et engagée créatrice et animatrice de Discutons Féminisme et Bloc FM, Marie. Bonne semaine, bonne écoute. Je voulais aussi parler avec toi de tout ce qui touche à l'homoparentalité, la GPA, la PMA, l'adoption, parce que c'est quelque chose que tu as pas mal étudié dans tes études. Tu fais un master de droit. Et donc ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue tous les deux, et c'est une discussion qui a été soulevée. Donc notre pote Clément m'a envoyé un enregistrement un peu plus tôt, que je vais te faire écouter. Et j'aimerais juste après, peut-être tu nous partages un petit peu quelques-unes de tes connaissances par rapport à ça et qu'on en discute un petit peu si ça te va. Hello les amis, je suis Clément, je suis déjà apparu dans plusieurs podcasts de Gaspard et aujourd'hui il m'a donné l'autorisation d'utiliser 3 minutes d'un des prochains épisodes pour vous parler d'un sujet qui m'a particulièrement chafouiné, je pense qu'on peut le dire. Pendant le confinement, il s'agit de la chaîne YouTube Kezako, K-E accent aigu S-A-K-O. Pour la faire simple, c'est une chaîne qui est active depuis le 21 février 2020, d'après la date de création de la chaîne. Je l'ai découverte en fait à travers des pubs Insta et Facebook. Quand vous scrollez, souvent ils vous mettent un petit peu des pubs pour des programmes, pour d'autres chaînes ou des choses comme ça, avec un peu comme message un autre regard sur l'actualité. Donc je me suis dit bon, allons-y, pourquoi pas. La chaîne se décrit elle-même comme voulant offrir un décryptage vidéo des principaux mouvements qui agitent notre société et qui nous interrogent sur notre vision de l'avenir et sur les rapports humains. Et à l'origine de cette chaîne, on aurait un collectif de vidéastes et de citoyens. Alors je me suis dit, pourquoi pas, allons voir.
Et en plus, étant quelqu'un de plutôt curieux, mais je suis malheureusement assez vite dépassé par les questions un petit peu pointues concernant la politique ou l'économie, j'ai parfois du mal à mesurer l'importance ou l'impact de telle ou telle mesure. Et c'est vrai qu'un peu naïvement, je me suis dit, bah chouette, une chaîne de banalisation de ces questions de société et des lois qui les entourent, ça peut être un peu intéressant justement pour décrypter un petit peu tout ça plus facilement. Donc quand je l'ai découvert, donc c'était il y a 1 mois et demi à peu près, un petit peu plus, donc la plus ancienne vidéo avait 1 mois, et elle avait seulement quelques vues, je crois une dizaine, et la troisième vidéo, quand j'ai découvert la chaîne, n'avait qu'une seule vue. Titre de la première vidéo, la procréation médicale assistée. Premier truc, dans mon monde à moi on dit médicalement, mais ça c'est pas grave. Déjà, je vois poindre le bout de son nez le lien avec l'épineuse question de la loi bioéthique et l'ouverture de la PMA pour toutes qui a un petit peu agité les neurones de certains ces derniers temps. Soit. Deuxième vidéo, eugénisme. Ok, avec comme vignette pour la vidéo une image de Jean-Jacques Goldman en train de chanter Elle a fait un bébé toute seule. Je ne m'étalerai pas sur la notion d'eugénisme qui à elle seule, je pense qu'on pourrait en faire à peu près 6-7 heures de podcast. Mais voilà, on sent le truc un petit peu... Déjà sur ce moment, je me suis dit, ok, attention. Et troisième vidéo, au bout du raisonnement sur la PMA. Alors là, on s'accroche, la vidéo fait 1 minute 10, donc au bout de quel raisonnement, on n'en sait rien, il n'y a que 3 vidéos, et puis un raisonnement d'1 minute 10, et voilà, j'ai un peu machin. Dès le début, les vidéastes et citoyens à l'origine de la vidéo tentent de poser une équation simple que voici. Je vous la décris telle qu'elle est dans la vidéo. En France, un couple d'hommes peut légalement devenir un couple de femmes. Donc on va déjà pas tenir compte du petit raccourci qui est fait. Voilà. Donc effectivement, depuis 2016, une personne assignée homme à la naissance peut légalement changer son sexe ou genre au niveau de l'état civil. Ça reste un parcours du combattant. Donc voilà, gros raccourci, on dira rien. Et il continue en disant, la vidéo poursuit en disant que les 2 hommes alors devenus femmes pourront avoir recours à la PMA. La putain de ta race, Christine, ouais, non, je sais pas. Alors, je sais pas si tu es profondément transphobe ou si tu fais partie de ces groupuscules extrémistes qui essayent de transmettre de l'information, déformée à travers évidemment le prisme de ta perception du monde, qui consiste à faire brûler en enfer 80% de l'humanité, mais ça c'est un autre problème. Alors, déjà, première chose, aujourd'hui encore, le sexe de naissance prime sur le sexe de l'état civil. Deuxième chose, la PMA, ou procréation médicalement assistée, désigne la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde, soit appartenant au conjoint, soit à un ou une donneur ou donneuse externe en cas d'infertilité par exemple. Cela se fait soit in vitro en éprouvette ou in vivo dans l'utérus. Tu la sens là, ta connerie, Sandrine? Ça y est, tu captes, t'arrives à raccrocher un petit peu les merdés? Et ouais, mais ça y est, tu l'as compris. Il faut un utérus. Et oui, bravo! Sauf que voilà, aujourd'hui, dans les opérations de réassignement sexuel, il ne s'agit pas d'une greffe d'utérus. Aujourd'hui, les greffes d'utérus ne sont médicalement pas possibles. Ça n'existe pas. Donc, 2 messieurs devenus 2 madames ne pourront pas mathématiquement avoir recours à la PMA. Donc, quoi? Ah, tu voulais parler de la GPA? Ah oui, mais non, mais ça c'est pas pareil, Sandrine, tu peux pas tout mettre dans le même panier sous prétexte que ça fait appel à des choses qui selon toi sont contre nature. Ah mais non, bah renseigne-toi, Bibiche. Enfin, si tu veux faire des vidéos qui parlent un petit peu des sujets d'actualité, il faut se renseigner, histoire d'avoir le bon vocabulaire, la bonne terminologie, et puis surtout pour éviter de raconter de la merde, parce que sinon ça s'appelle uniquement faire du buzz, et très honnêtement, on n'en a pas grand chose à cirer en fait. C'est pas très intéressant. Donc voilà. Bilan de la vidéo, transphobie volontaire, je ne sais pas, groupuscule extrémiste, on ne sait pas non plus, profonde ignorance. Dans tous les cas, je ne saurais que vous recommander d'éviter cette chaîne. Chaque vue en plus sur leur compteur est une micro-érection pour son propriétaire, et nom de Dieu, je n'ai pas envie de savoir qui se cache derrière. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et voilà, on lâche rien, et ce genre de comptes sur les réseaux sociaux font partie un petit peu plus de... Non seulement ils ne partagent pas le savoir quant à ces questions qui touchent à des minorités, mais en plus ils participent à l'entretien d'espèces d'idées reçues qui planent autour de minorités auxquelles les gens ne pensent pas forcément à s'intéresser, et surtout à questionner leur propre perception des choses. Donc ça donne un espèce de merdier sans nom où on est contre tout, mais en fait on est contre parce qu'on n'y connaît rien. Donc voilà, on se calme, on se détend la vulve et tout va bien se passer. Je vous embrasse.
tant qu'on est de retour, on vient d'écouter le message que Clément m'a envoyé. Pierrick, t'as une expérience un petit peu, une expertise en tout cas là-dessus de par tes études. Déjà, t'avais relevé quelques petites incohérences. Oui, il y avait deux points particulièrement qui étaient faux. Tout d'abord sur le changement de sexe, c'est pas la loi de 2016 qui a accordé à tous le droit de changer de sexe, c'est un arrêt de la CEDH de 92, B contre France, qui autorise à toute personne le droit de changer de sexe. Et la loi de 2016, elle a facilité le changement de sexe, mais ne l'a pas ouvert, car précédemment, la Cour de cassation, pour procéder à la modification du sexe sur les actes d'état civil, exigeait la réalisation d'une opération médico-chirurgicale irréversible. Et donc le changement de sexe était conditionné à cette opération médicale et était donc lourde de conséquences. C'est la loi de 2016 qui est intervenue pour dire que désormais cette opération n'est plus nécessaire et c'est vraiment le comportement social de la personne qui est pris en compte pour faire droit ou non à son changement de sexe. Et ensuite le second point, si je me souviens bien, à un moment donné Clément il a dit que la PMA n'était pas ouverte au couple de personnes transgenres parce que le sexe de naissance prime sur le sexe de l'état civil. Alors c'est pas le cas, c'est bien entendu le sexe de l'hétérosexualité telle que définie par le Code de la santé publique s'agissant des conditions d'ouverture de la PMA au couple. Oui, donc c'est bien le sexe sur l'état civil qui prime et pas le sexe de naissance. Pour déterminer si le couple est hétérosexuel, le seul moyen dont dispose le droit pour le savoir, c'est ce qui est écrit sur les actes d'état civil. Donc une personne transgenre, si elle est dans un couple hétérosexuel, peut très bien avoir recours à la PMA, dès lors que bien entendu elle est avec une femme disposant d'un appareil génital permettant d'accueillir un enfant, donc un utérus quoi, dit plus vulgairement. Mais du coup ça veut dire qu'un homme trans, s'il est avec une femme trans, peut théoriquement recevoir Oui, ils peuvent théoriquement faire une PMA dès lors que c'est un couple hétérosexuel. Après, il faut bien entendu que il y en ait un des deux qui ait un utérus pour accueillir l'enfant. Sinon, ça sera une GPA. C'est pour l'instant très théorique parce que la loi de 2016, quand elle est intervenue pour supprimer cette condition d'une opération médico-chirurgicale irréversible, a en fait pas du tout pensé à toutes ces questions et à toutes les conséquences que cette ouverture pourrait avoir. Donc, il y a une partie de la doctrine juridique qui dit que oui, c'est possible. Ça reste encore abstrait parce que voilà, la loi de 2016 n'a pas répondu sur ce point-là. Donc, théoriquement, c'est possible. Un couple de personnes transgenres hétérosexuelles, ça peut exister. Et comme maintenant, ils n'ont plus besoin d'avoir d'ablation de leur appareil génital, ils peuvent théoriquement conserver leur utérus et donc avoir un enfant par le biais d'une PMA. Pour bien planter la différence, qu'est-ce que c'est la différence entre une PMA et une GPA ? La PMA, c'est donc une intervention médicale qui consiste à créer un embryon en laboratoire et après à l'implanter dans le corps d'une femme, sachant que la particularité de la PMA, c'est que la femme fait partie du couple ayant recours à la PMA. Ou c'est elle qui va recevoir, c'est elle qui va se voir implanter dans son utérus l'embryon. La différence avec la GPA, c'est donc qu'il y a l'intervention d'un tiers, une mère porteuse, qui, elle, sera chargée de porter l'enfant. Le grand débat un petit peu au niveau des couples homosexuels, ça va être un petit peu avoir différentes options. Parce qu'évidemment, l'option, entre guillemets, naturelle de reproduction, c'est-à-dire par le sexe des deux membres du couple qui obtient un enfant, est plus compliquée avec la procréation charnelle. La procréation charnelle est plus compliquée dans un couple homosexuel. C'est pas qu'elle est plus compliquée, c'est qu'elle est par définition impossible. Oui. Après oui, dans la communauté LGBT elle est compliquée, dans un couple homosexuel elle est impossible. Quoique un couple homosexuel au sein duquel il y a une des deux personnes qui est transgenre peut potentiellement avoir un enfant, donc ça peut être un couple homosexuel qui peut avoir un enfant par procréation charnelle, mais ça reste des cas à la marge. Je pense que oui, ce sont des cas à la marge. Mais du coup, donc, les possibilités pour un couple homosexuel composé de deux personnes cisgenres pour restreindre le champ des possibilités, ne peut avoir un enfant aujourd'hui que... Alors, est-ce qu'il peut avoir un enfant par adoption ? Il peut avoir un enfant par adoption française, donc ça peut être une adoption simple ou une adoption plénière, et potentiellement il peut avoir recours à une adoption internationale et donc adopter un enfant qui est né dans un pays étranger, mais là c'est extrêmement limité parce que c'est seulement dans les États qui eux autorisent une telle adoption. Donc je crois que c'est une dizaine d'États
Ok. qui permettent une adoption par les couples homosexuels. Et quand une adoption simple, adoption plénière? Une adoption simple, c'est qu'un L'adoption- seul des parents qui adopte. Alors non, qui l'adoption c'est les deux. simple ou l'adoption plénière, la particularité essentiellement vis-à-vis de la filiation précédemment établie, c'est que l'adoption simple maintient les liens de filiation établis postérieurement à l'adoption, alors que dans l'adoption plénière, les liens de filiation établis postérieurement à celle-ci sont complètement supprimés. L'adoption plénière, c'est comme un coup de couteau entre les deux filiations, Entre et le donc, passé et... entre le passé et l'avenir, c'est l'enfant qui a une toute nouvelle filiation. La PMA et la GPA, est-ce qu'elles sont possibles aujourd'hui? Donc, il y a la PMA pour toutes, pour les couples homosexuels lesbiens. Alors, actuellement, à ce jour, la PMA elle est possible pour les couples hétérosexuels uniquement. Le projet de loi bioéthique prévoit d'ouvrir la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, donc en supprimant la condition d'une infertilité pathologique. Mais bon, avec l'épidémie du Covid-19, normalement, le projet de loi bioéthique qui a été voté au Sénat en début d'année, dans mes souvenirs, il aurait dû être voté à l'Assemblée nationale, mais il n'a pas été voté à l'Assemblée nationale. Et de ce que j'ai compris récemment, de ce que j'ai pu lire, il devrait être voté d'ici la fin du quinquennat, Ok. donc 2022. Au niveau de la GPA, en France, elle est strictement interdite, c'est l'article 16-1 du Code civil qui prévoit que les conventions de mères porteuses sont interdites. Alors après, la question qui va se poser essentiellement au niveau des PMA et des GPA, c'est la réalisation de PMA et de GPA à l'international dans des pays qui, eux, l'autorisent, et après le retour du couple de parents avec l'enfant. Au niveau de il y a eu une évolution juridique, bon, je pense pas que ce soit très intéressant aujourd'hui de rappeler cette évolution juridique longue. La Cour de cassation, elle s'est prononcée en décembre 2019 pour dire que quasiment maintenant toutes les PMA et GPA réalisées à l'étranger, et même si elles sont illégales au regard du droit français, n'emportent pas de conséquences pour la filiation des enfants, c'est-à-dire que les filiations des enfants établis, des enfants nés de GPA ou de PMA à l'étranger voient leur filiation établie automatiquement sans difficulté en France. Comme diraient certains, les vannes sont ouvertes, les enfants nés de GPA et de PMA à l'étranger peuvent revenir en France, acquérir la nationalité française et voir la filiation à l'égard de leurs parents d'intention, leurs deux parents, que ce soit un couple hétérosexuel et un couple homosexuel reconnu. Ok. Précision faite toutefois que le Sénat en première lecture a décidé de revenir sur cette solution et de dire que désormais les enfants qui seraient nés de GPA à l'étranger ne pourraient plus voir leur filiation automatiquement reconnue à l'égard du parent d'intention et qu'il faudrait nécessairement revenir à l'adoption plénière. Donc en gros, le Sénat, à l'initiative de Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, étonnamment, a proposé de revenir sur cette avancée que la Cour de cassation a réalisée. Mais il est peu probable que l'Assemblée nationale suive notre bon ami conservateur catholique. Quand on voit certaines discussions que j'ai pu avoir avec quelques amis, par rapport à ça, il y a quand même un certain nombre de groupes qui agissent contre l'adoption ou la PMA, la GPA, etc. Mais genre, qui agissent de manière un peu violente et particulièrement vocale sur le fait que pour eux c'est un genre d'abomination. Ils font les amalgames monstrueux entre adoption, PMA, GPA. Pour eux c'est toute la même chose, une perte de repères. Enfin, on peut voir un peu ce que sortent les gens de la manif pour tous, quoi. Donc ça rejoint un peu ce que c'est le problème de ce débat, c'est que le débat sur la légitimité, la nécessité d'ouvrir la PMA et la GPA à tous est nécessaire. Après, il faut que ça reste un débat respectable, il faut que ça reste un débat qui respecte les sensibilités de tout un chacun. Il y a des arguments qui peuvent être avancés des deux côtés sans forcément que ça parte dans l'invective, la violence et que ça dérive, voilà, sur la qualification d'eugénisme, sur la question de la marchandisation des enfants, de la réification des enfants et tout. Il y a pas mal d'arguments bons qui permettent de ne pas dire que les couples homosexuels sont des gens qui vont faire leur marché pour avoir des enfants à l'étranger ou qui veulent faire leur marché pour avoir des enfants en France. Je pense que là on a pas mal déblayé de choses. Et après, parce qu'après on risque de rentrer dans des considérations qui peuvent être beaucoup plus longues. Ouais. De religion, de pratiques, etc. Oui, mais ça c'est pareil, la religion, les pratiques... Ouais, mais c'est encore autre chose, quoi. D'une part, c'est encore autre chose. D'autre part, la religion, en France, la France est un état laïque. Alors les religions, elles pensent bien ce qu'elles veulent. Oui, mais ok, mais d'un autre côté, pourquoi est-ce que notre... Quoique non, en fait. Parce que là, je vais sortir un argument à la con, mais notre vision à nous en tant qu'homosexuels est autant valable que celle de la religion. Mais non, parce qu'en fait, on n'a pas eu le choix, alors qu'une religion, t'as le choix, quoi.
Une religion, c'est une foi. Toi, t'as une foi inébranlable en le droit. Moi, j'ai une foi inébranlable en ma bite. Mais pour autant, on ne vit pas à partir de ça. Toutes nos décisions ne sont pas gouvernées par nos croyances. C'est pas. Je pense que les croyances et les intimes convictions doivent avoir un rôle à jouer. Juste évoquer la Bible pour dire que ça doit pas être la GPA ne doit pas être légalisée en France. C'est contre l'État laïque. Après, il peut y avoir des arguments de protection des personnes, de protection des enfants, de protection du corps des femmes, ok. Mais d'invoquer, de refuser la GPA au seul motif que Dieu est contre, je trouve ça pauvre en argumentation, si ce n'est lamentable. Non, puis je doute qu'il y ait une seule personne au monde, une seule personne homosexuelle ou quoi que ce soit, qui, dans ce débat de rechercher la possibilité de la PMA et de la GPA, comme possibilité d'avoir un enfant, veuille aboutir à une forme de marchandage des enfants ou du corps des femmes. Donc bon, c'est un argument qui est un peu con. Oui, moi le problème, clairement, je suis favorable à l'ouverture de la PMA et de la GPA pour tous en France. C'est un peu dans notre intérêt à tous les deux. Or, c'est dans notre intérêt. Au début, j'étais contre l'ouverture de la GPA. Et puis c'est vrai que j'y réfléchis, notamment cet argument de marchandisation des corps. C'est ce que je dis souvent, c'est un argument qui peut peut-être paraître futile, mais on n'a pas attendu l'ouverture de la GPA pour marchandiser les corps, que ce soit le corps des bébés, ou le corps des enfants ou le corps des femmes. Hein. On a la prostitution, nos batteries d'iPhone qui sont fabriquées par des enfants en Chine et dont les produits sont issus de mines exploitées par des enfants en Afrique, alors qu'on vient de dire que là, les Français ne doivent plus se préoccuper d'un coup comme ça, de façon, je sais pas, ça tombe du ciel, la réification des enfants, la marchandisation des enfants et tout. Ouais, c'est un peu hypocrite. C'est triste, ça existe toujours. Alors voilà, la morale des petits bourgeois qui viennent nous sortir que il faut pas faire ça, mais il faut surtout pas marchandiser le corps des enfants, mais qui eux par contre s'empressent à grand coup d'opinion libérale de marchandiser le corps des enfants dans notre pays. Ça me fait doucement rire. Je pense que c'est un argument qu'il faut prendre en compte parce que évidemment ça va accroître la marchandisation. Mais je ne pense pas que ce soit un argument totem. Ce n'est pas l'argument principal contre l'ouverture de la GPA et de la PMA. On avait parlé un petit peu de ce genre de choses. Parce que l'adoption même si l'adoption est possible, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement différent et un choix qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur à vivre pour certains. D'une part, que la PMA et la GPA, et c'est absolument pas la même chose en fait. Et d'autre part, certes, la loi de 2013 a ouvert l'adoption à tous les couples, et donc aux couples homosexuels. Mais il faut bien avoir conscience que pour pouvoir réaliser l'adoption, il faut avoir l'autorisation du conseiller des familles, ou à défaut l'autorisation d'une autorité, je ne sais plus exactement laquelle c'est. Et le problème, c'est que pour les couples homosexuels, l'autorisation d'adopter est très rarement donnée, ce qui fait qu'au final, certes, l'adoption a été ouverte en droit, mais au final, l'adoption, dans les faits, n'a pas été pleinement ouverte. En tout cas, merci beaucoup, Pierrick, d'être venu pour en parler. Je pense qu'il y a vraiment... tu m'as donné un peu du grain à moudre, et puis j'espère que ça a un peu inspiré quelques personnes qui ont pu écouter la discussion qu'on vient d'avoir, Pierrick et moi. Merci, Doudou. Et n'oubliez pas, votez Taubira. Bon, merci Doudou, on se voit dans 30 secondes pour manger du pain perdu. Et je voulais aussi remercier Clément de nous avoir envoyé le message. Même s'il a dit n'importe quoi. Non, franchement, c'est cool d'avoir de participer comme ça dans le podcast, ça me fait vraiment plaisir. Et de nous donner matière à réflexion, c'est toujours quelque chose que j'accepterai les bras ouverts dans ce podcast. Merci à tous et on se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Gaspard navigue partout. Si vous souhaitez me soutenir encore plus loin, le lien de mon Ko-fi est disponible dans la description de l'épisode. À la semaine prochaine.